Vous suivez en ce moment Agri-Agro, le magazine agricole sur Business 24, la chaîne d'information économique. Dans cette édition, il sera essentiellement question de la noix de cajou. Noix de cajou pour laquelle notre pays, la Côte d'Ivoire, est premier producteur mondial avec environ 25% de la production et premier exportateur mondial avec 40% de l'offre mondiale. C'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire et il faut en parler. Et justement, pour en parler, nous recevons aujourd'hui le directeur général du Conseil Coton et de l'Anacarde. Son nom, Dr Adama Coulibaly. Il est à la tête de cette structure qui pilote de main de maître cette filière. Monsieur le directeur général, merci de nous aider à comprendre tout autour de cette filière. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. J'espère donc que je serai à la hauteur des attentes de vos auditeurs. Alors, nous allons commencer par le commencement. Quand je dis noix de cajou, anacarde, je dis la même chose. Autrement dit, qu'est-ce que c'est l'anacarde? Oui, vous dites la même chose quand vous dites noix de cajou, anacarde. Je veux dire, lorsque nous sommes en dehors du champ scientifique et que nous évoluons donc dans le champ du commun des mortels, ces deux notions se comprennent. Alors la noix de cajou est la partie, j'allais dire, coque du fruit de l'anacardier, qui est donc une plante qui a été introduite en Côte d'Ivoire dans les années 60 et dont le fruit est composé d'une pomme et d'une noix. Alors la pomme représente à peu près 4 à 5 fois, pardon, 5 à 8 fois le poids de la noix. Et donc voilà présenter donc les fruits donc de l'anacardier. Alors vous parliez tantôt de 1960. Alors quelle est la genèse de l'anacarde quand on sait que dans les années 90 déjà l'anacardier était tout simplement exploité juste pour son bois? Oui, vous avez parfaitement raison. L'anacardier, quand il était introduit en Côte d'Ivoire dans les années 50, dans les années 60, pardon, c'était à titre de lutte contre la déforestation. Oui. Et donc cette plante qui a l'avantage de s'adapter à de nombreuses régions du globe est donc une arbre qui pousse vite et qui donne beaucoup de feuillage. Et donc c'est une plante assez exubérante lorsqu'elle se retrouve dans les zones à pluviométrie moyenne à bonne. Et donc cette plante a été introduite pour lutter contre la déforestation, la désertification, l'avancée du désert, comme cela a été déjà annoncé donc, dans les années 60. Chemin faisant, donc, cette plante qui est donc une plante écologique a basculé donc, dans le champ économique. Donc nous sommes passés de l'écologie à l'économie. Et donc depuis quelques années, le fruit fait l'objet donc de transactions à travers le monde. Parce que le fruit, comme je dis, est composé de deux parties. Il y a la pomme et puis il y a la noix. La noix, à l'intérieur de la noix, vous avez une amande qui est extrêmement prisée donc, à travers le monde. Et donc voilà que cette amande est à la base donc, du succès, j'allais dire, de l'anacardier à travers le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Alors on sait qu'elle est prisée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alors quelle place occupe l'anacarde parmi justement les principales cultures de rente du nord de la Côte d'Ivoire? Oui, mais vous savez, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous avez en termes de culture de rente, vous avez l'anacarde, vous avez le coton, vous avez les mangues, et j'allais dire principalement, voici les trois spéculations qu'on peut qualifier de culture de rente dans les zones septentrionales de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà du nord, il faut dire que
la noix de cajou est aujourd'hui le troisième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Et donc, il vient après le cacao et les produits pétroliers. Donc, c'est une production qui est aujourd'hui extrêmement importante et donc qui fait que la Côte d'Ivoire est devenue donc premier producteur et par la même occasion, les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure, fait de la Côte d'Ivoire le premier pays exportateur. Sur la production, je veux dire, nous avons les Indiens avec lesquels nous sommes en compétition, mais sur l'exportation, il n'y a aucune compétition parce que les Indiens ont l'avantage de transformer tout ce qu'ils produisent et non sur le marché international, j'allais dire, comme vous l'avez rappelé, la noix de cajou ivoirienne est la plus répandue donc, à travers le monde. Oui. Alors, comme nous sommes toujours en Côte d'Ivoire, à combien sont estimés les producteurs de l'anacarde? Vous avez une idée certainement? Oui, les producteurs d'anacarde sont estimés autour de 300 000. 300 000. Voilà, 300 000. Ce sont des chiffres que nous devons stabiliser absolument d'ici 2 campagnes parce que statistiquement, nous ne sommes pas très en confort avec les chiffres parce que nous n'avons pas fait un recensement extrêmement rigoureux pour donc annoncer un chiffre précis. C'est pour ça que nous disons toujours, nous sommes aux environs de 300 ou 300 000 producteurs en Côte d'Ivoire. Oui, on parlait du Nord tout à l'heure, mais on peut également parler des régions, des zones de concentration justement de la production. Oui, la photographie de la production se présente comme suit aujourd'hui. Vous avez la région de Béré, qui est la première région productrice de noix de cajou avec 116 000 tonnes de noix de cajou pour la campagne 2017. Suivi par la région de Ambol avec 84 000 tonnes de noix de cajou. Vient après donc la région de Gontourou avec 70 000. Suit après le Béquet qui a fait un bon prodigieux donc cette campagne avec 61 000 tonnes de noix de cajou. Et vous avez après le Béquet le Ouroudougou qui aussi a fait un grand progrès. Ensuite le Poro et le Kabadougou. Donc voici donc les principales régions. Si je vais citer jusqu'à 50 000 tonnes, les régions qui produisent jusqu'à 50 000 tonnes. Sinon en dessous, donc vous avez toutes les autres régions, depuis donc l'Indéni et Guablin, le Boukani, le Moronou, le Haut-Sassandra, la Marawi, le Folon, etc. Pour l'instant, pas le sud? Ben, écoutez, l'anacarde est en train de faire une percée parce que vous avez des productions qui sont un peu marginales aujourd'hui dans les régions comme Bétier, dans les départements comme Bétier. Nous avons, pour certaines campagnes, enregistré des productions même de fresco. Donc vous voyez, donc alors il faut savoir que les anacardiers, il y en a un peu partout. Sauf que la production n'est pas bonne sur l'ensemble du territoire. Et donc, lorsque vous êtes en zone forestière où il pleut beaucoup, l'arbre devient extrêmement exubérant, extrêmement généreux en feuillage, mais pauvre en fruits. Et il a besoin d'une période de sécheresse pour bien produire. Et s'il pleut tout le temps, alors il produit plutôt du feuillage. Et donc, alors, il y a des années où il y a moins de pluviométrie sur l'ensemble du territoire, alors toutes les régions se mettent à mettre dans les circuits commerciaux des noix de cajou, y compris la région donc, de Gaulle, la région de Lodibois, les régions comment vous appelez ça, de San Pedro, et voilà, et de Fresco. Alors, docteur Adama Coulibaly, quelles sont justement les ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de production d'anacarde? Ben, les ambitions de la Côte d'Ivoire sont... Déjà, la Côte d'Ivoire est... Voilà, la première ambition, nous sommes premier producteur mondial, c'est de nous maintenir premier producteur mondial. Ah, c'est pas facile de se maintenir là. Exactement, vous faites bien de le dire. Être premier est facile, se maintenir premier c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que c'est une ambition, se maintenir premier. C'est un défi aussi.
Le deuxième défi fait appel à la productivité de nos plantations. Aujourd'hui, le rendement de nos arbres tourne autour de 3 à 5 kilos de noix brutes de cajou par arbre. Quand on sait que donc au plan technique, la densité de plantation est de 100 arbres par hectare, vous voyez donc 3 à 5 kilos, ça fait 300 à 500 kilos. Ailleurs, c'est donc des productions de 12 à 15 kilos par arbre, ce qui fait donc un rendement de 1200 à 1500 kilos hectares. Vous voyez donc nous avons beaucoup de marge de progrès, beaucoup de marge d'amélioration. Donc ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi fait appel à notre capacité de transformation de nos produits agricoles et en particulier de la noix de cajou. Vous savez, la noix de cajou, la transformation crée beaucoup d'emplois et crée d'énormes valeurs ajoutées. Alors, pour vous donner juste une idée, une unité de transformation de 2000 tonnes donne de l'emploi à 100 personnes. 100 personnes, et sur les 100 personnes, il y a 80% de femmes. Parce que c'est un travail qui exige beaucoup de main-d'œuvre. Oui. Parce que la finition, quand vous avez fini de décortiquer, quand vous avez fini de griller, il y a une part manuelle de travail qui doit être faite et qui consiste donc à enlever toutes les petites taches qu'on peut voir sur les noix ou bien tous les restes de pellicules qui sont donc sur l'amande, et il faut donc enlever ça manuellement. Et ça, seules les femmes savent le faire. Parce que c'est un travail qui demande beaucoup de patience. C'est un travail minutieux. Vous savez, vous et moi, nous n'avons pas beaucoup de patience pour faire ce genre de travail. Mais nos mamans, nos épouses, nos sœurs, elles ont beaucoup de patience pour faire ce travail. Et donc, aller à la transformation, c'est créer de la valeur ajoutée et c'est surtout créer beaucoup d'emplois, et surtout donc dans le milieu rural, parce que notre souhait, c'est que la transformation participe à la structuration du milieu donc rural par la création d'unités sur les lieux de production au même titre que le coton, parce que le coton, vous n'avez jamais vu un camion transporter donc du coton graine pour venir, pour aller quelque part si ce n'est pas la direction des usines. Les usines sont sur les lieux de production. À Korogo, à Dianra, à Wangolo, à Bundiali, à Séguéla, à Mankono. Et voilà ce que nous souhaitons aussi pour la noix de cajou, pour renforcer donc ce dispositif d'unité d'égrenage par les unités donc de transformation de l'anacarde dans le milieu rural pour créer de la valeur ajoutée, pour créer du bien-être tout court donc au sein des populations rurales. Alors la transformation, c'est un grand défi à relever. Quel est le pourcentage aujourd'hui de transformation de noix de cajou en Côte d'Ivoire? Nous sommes à 6%. Nous sommes seulement à 6%, mais nous nous donnons les moyens d'atteindre donc dans les années à venir, j'allais dire dans les 2-3 ans qui viennent, au moins 50%. Voilà, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fixé le cap en nous demandant donc d'aller à la transformation, de mettre en place toutes les conditions, voilà, toutes les conditions pour arriver à 100% de la transformation. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Peut-être que le délai de 2020 est trop short pour y arriver, mais nous y arriverons parce que telles sont donc les instructions donc du président de la République, telles sont aussi les instructions de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a été donc ministre de l'Agriculture et qui nous donne le cap. Mais telles sont surtout la volonté aussi des acteurs de la filière, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va créer les unités, ce sont les privés qui vont créer les unités. Il appartient au gouvernement, à travers l'organe qu'il a mis en place, qui est le Conseil Côte-Anacarde, de créer les conditions de viabilité donc, des unités de transformation en Côte d'Ivoire, de performance des unités de transformation en Côte d'Ivoire, d'attraction des investisseurs. Et donc nous travaillons à cela et très bientôt, nous pensons que nous aurons donc les fruits de ce travail. Et dans 2 ans, nous espérons
atteindre, nous sommes autour de 44 000 tonnes de noix brutes transformées aujourd'hui. Nous espérons dès la campagne 2018 arriver à 100 et donc 2019 arriver à 150 et pourquoi pas doubler, donc arriver à 200 en 2019. Alors, le thème n'est pas fort. Quand je dis la Côte d'Ivoire a bousculé l'Inde, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en tête. Et qu'est-ce qui a milité en faveur de ce bond assez prodigieux? Ben, c'est très simple, hein. Je veux dire, ça c'est le succès de la réforme. Quand je dis c'est simple, je m'explique, bien sûr. Nous avons dit tantôt que l'anacardier a été introduit comme art écologique. Depuis les années 90, c'est vrai, il y a eu donc un intérêt pour cette spéculation, donc il y a eu des plantations. Seulement, avant la réforme, les noix de cajou étaient achetées à 25 francs, 50 francs, 75 francs. Ouais. Le meilleur prix qui était offert avant la réforme, c'était 200 francs. Ça, vous pouvez le vérifier dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La réforme est arrivée et a dit, voilà le prix que vous devez donner aux producteurs, mais le prix que j'indique, c'est un prix plancher. Au-delà de ce plancher, vous pouvez offrir tous les autres prix que vous voulez, mais vous ne pouvez pas descendre en dessous de ce plancher. Et le premier prix plancher qui avait été fixé par le gouvernement, c'était déjà 275 francs. Vous voyez, l'année d'après, c'était 350 francs. 25 francs, 100 francs à 300 francs, vous voyez le bond que vous faites en termes de recettes. Donc du coup, toute la production qui était là et qui ne servait à rien s'est retrouvée dans les circuits commerciaux. C'est véritablement ça le succès donc de la filière. C'est la réforme qui a permis donc aux producteurs de gagner de l'argent et par un effet induit de mettre dans le circuit commercial toute la production. Je vais vous rappeler que avant la réforme, beaucoup de planteurs ne ramassaient pas leur production. Oui. Parce que les frais qu'ils engageaient pour payer la main-d'œuvre qui ramassait les graines n'étaient pas compensés par la recette quand ils faisaient la vente. Et donc ils préféraient laisser ces productions, j'allais dire, pourrir dans les plantations. Mieux, il y a des anecdotes, hein, des planteurs, des producteurs qui ont fait ramasser par les bonnes femmes les noix de cajou, mais sachant qu'en vendant, ils ne peuvent pas rentrer dans leurs recettes. Ils préfèrent garer dans leur magasin. Et chaque fois que les bonnes dames viennent réclamer leur argent, ils disent « je n'ai pas encore vendu. Je n'ai pas encore vendu, voilà le stock ». Et de ce fait, des noix de cajou qui restaient dans les magasins, qui pourrissaient, parce que le monsieur était conscient, quand il évalue donc les recettes qu'il va avoir à la vente, oui, il ne pourra pas payer la main-d'œuvre qu'il a recrutée pour ramasser les produits. Donc voilà, j'avais dire, si on est parti donc de la forme 2013 à 2015, on est passé pratiquement de 380 000 tonnes à 500 et puis à 700 000 tonnes. C'est pas parce qu'on a planté des arbres en 2 ans qui ont fait cette production. C'est parce que tout simplement la réforme a permis de structurer la commercialisation, la motivation également. Voilà, de mettre des règles de commercialisation, de faire la traçabilité donc de produits, d'encadrer donc cette commercialisation et de rendre, j'allais dire, motivant le fait donc de vendre toute la production qu'on avait sous la main. Aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière anacarde? Ben, le chiffre d'affaires, nous, on parle plutôt de ce que les producteurs gagnent, parce que pour le reste, nous ne sommes pas bien fondés pour donner le chiffre d'affaires des exportateurs, nous ne le dirons jamais. Mais je veux dire, lorsque vous prenez une production de 700 000 tonnes avec un prix moyen de 715, comme c'était le cas de cette année, vous avez une idée de ce que les producteurs ont gagné et de ce que le volume d'argent qui a servi
à irriguer donc, le milieu rural. Je veux dire, c'est extrêmement intéressant. Et l'impact sur la vie des populations rurales, grâce à l'anacar, est très visible dans les zones de production. Vous voyez aujourd'hui dans beaucoup de villages, vous savez, les constructions des maisons en dur, l'habitat s'améliore, les producteurs sont passés, j'allais dire, du vélo à la moto et de la moto maintenant aux maisons en dur. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nos populations qui aspirent bien sûr à un bien-être. Je veux dire que le gouvernement a vu extrêmement juste en faisant la réforme de ces filières et surtout en mettant ensemble le coton et l'anacar pour lutter effectivement contre la pauvreté en milieu rural dans les régions centre et nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le prix du kilogramme pour la saison le prix du kilogramme, disons que le gouvernement avait fixé donc un prix plancher à 440, mais dès la première semaine, ce prix est monté rapidement à 500 et 600 et a atteint donc 950 et même frôlé les 1000 francs dans certaines régions. Et donc l'ensemble de la campagne, pour le moment, les informations que nous avons sorties, notre système informatique indique que ça a été près moins de 715 francs par kilo que donc les producteurs ont obtenu. Alors, vous faites beaucoup au niveau de la Côte d'Ivoire. On va parler un peu du CICC. Quelles sont les motivations profondes qui ont sous-tendu la création justement de cette structure? Oui, les motivations profondes qui ont soutenu le CICC, qui est le Conseil international consultatif du cajou, et donc, j'allais dire, des motivations qui ont guidé la création des autres organisations des produits de base. Quand vous prenez le sucre a son organisation. Quand vous prenez le cacao a son organisation. Vous prenez le café a son organisation. Le coton a son organisation. Tous les produits de base ont leur organisation. La filière anacar ne peut pas ne pas avoir son organisation dans la mesure où cette filière est devenue une filière stratégique pour beaucoup de pays africains. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'ai rappelé que c'est la noix de cajou est le troisième produit d'exportation. Vous allez en Guinée-Bissau, c'est le premier produit d'exportation, avec autour de 200 000 tonnes. C'est vraiment toute l'économie de la Guinée-Bissau, tout autour de la noix de cajou. Vous allez au Bénin, c'est le deuxième produit d'exportation. Seulement avec 120 000 tonnes, vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais c'est à la dimension du pays. Donc vous voyez, et tous les autres pays, Nigeria, Mozambique, Tanzanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Conakry, sont dans une dynamique telle que la noix de cajou est un produit stratégique pour chaque pays. Améliorer la production, améliorer la productivité et surtout aller à la transformation. D'où donc l'initiative de créer une organisation à l'image des autres organisations qui gèrent les produits de base au plan international, au plan mondial, d'où l'idée donc de créer cette organisation. Il fallait que nous, en tant que premier producteur mondial, que nous soyons à l'initiative. Il aurait été malheureux d'attendre que d'autres prennent l'initiative et que cette organisation se retrouve éventuellement en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Je rappelle que le siège de l'organisation du coton est à Washington. Vous avez connu, vous avez suivi tout le combat que la Côte d'Ivoire a mené pour pouvoir ramener le siège de l'ICCO, qui gère le cacao, en Côte d'Ivoire. Pendant des décennies, le siège était à Londres. Donc, nous n'avons pas voulu donc, attendre que quelqu'un prenne l'initiative et puis courir après. Et donc, avec un certain nombre de pays africains qui sont aujourd'hui au nombre de 9 signataires dans la convention de création de cette organisation, nous avons mis en place cette organisation pour mutualiser les énergies, pour partager les expériences, pour mobiliser les financements, pour aller à la transformation ensemble et donc et produire les statistiques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui,
quand nous parlons, l'Inde affirme qu'ils sont premiers producteurs. Nous disons que nous sommes premiers producteurs. Mais il n'y a personne pour arbitrer entre nous au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc chacun donne les chiffres et ils attendent toujours que nous donnions nos chiffres avant de donner les leurs. Tout à fait. Et donc, alors une fois que cette organisation se met en place, c'est elle qui va produire les statistiques. Et les statistiques seront inattaquables et donc incontestables. C'est le cas donc dans le coton, c'est le cas donc dans le cacao. Quand on dit la Côte d'Ivoire a produit tel million de tonnes, eh bien c'est ça, personne ne va contester. Oui. Et donc c'est à ça que nous voulons aussi arriver. Et surtout, pour une spéculation jeune comme l'anacarde, mutualiser les forces, mutualiser les énergies, mutualiser les savoirs, partager les connaissances et donc pouvoir avancer ensemble. Des pays comme le Cameroun, comme le Sénégal viennent puiser à la source déjà de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous sommes il ne se passe pas 1-2 semaines sans que nous ne recevons une délégation de pays étrangers qui vient s'inspirer de la réforme de la Côte d'Ivoire. Et ça, vraiment, je peux dire, sur ce plan, c'est un franc succès. Et même vous recevez dans le même mois ou dans les 2 mois qui suivent, 2 délégations du même pays. Une délégation passe et puis une autre vient, parce que ici, en la matière, la Côte d'Ivoire agit un peu comme un aspirateur. Voilà. Avant de conclure cette émission, on retourne justement en Côte d'Ivoire pour dire, avec vos partenaires, vous avez récemment lancé le PNRA, le Programme national de recherche sur l'anacarde. Là aussi, vous visez des objectifs. Oui, vous savez... De façon succincte, oui, bien sûr, nous visons des objectifs. Le PNRA, c'est le Programme national de recherche sur l'anacarde. Vous voyez, je n'ai pas dit sur l'anacardier, j'ai dit sur l'anacarde. Parce que ça prend tous les maillons de la chaîne de valeur. Depuis donc la recherche variétale, la recherche génétique sur les arbres, sur les génotypes des arbres, en passant par la biotechnologie, jusqu'à la transformation, la production d'équipements pour la transformation. Parce qu'un pays qui aspire à transformer sa production ne peut pas durablement compter sur des équipements extérieurs. Parce qu'avec ces pays où nous allons chercher les équipements, nous sommes en compétition et ces pays vivent aujourd'hui grâce à la matière première origine Côte d'Ivoire. Donc ces pays ne voient pas toujours d'un bon œil donc la volonté de la Côte d'Ivoire de transformer sa production. C'est pourquoi il est extrêmement important que, et pendant que nous sommes en train donc d'avancer dans la transformation, nous sommes obligés donc de prendre du matériel extérieur, mais le long terme n'est pas, cette démarche ne peut pas être reproductible sur le long terme parce que elle va à un moment donné se gripper. Parce qu'il suffit qu'on refuse de nous envoyer des pièces de rechange pour que nos unités s'arrêtent. Est-ce que nous pouvons bâtir une stratégie viable, durable sur l'extérieur? C'est pas évident. C'est pour ça donc. Alors le PNRA a été lancé justement donc pour travailler sur l'ensemble des chaînes de valeur. Et après le PNRA, vous avez vu que nous avons organisé ici le CIESA, oui, qui était donc le colloque international d'échange scientifique sur l'anacarde. Et là également, nous avons voulu capitaliser sur les connaissances sur cette spéculation, les connaissances qui sont disponibles à travers le monde entier. Et vous avez pu voir, il y a 18 pays qui sont venus avec des chercheurs, tous les sachants de la noix de cajou, de l'anacarde, de l'anacardier sont venus en Côte d'Ivoire. Tous les sachants, américains, français, vietnamiens, allemands, belges, brésiliens, tanzaniens, sénégalais, burkinabés, béninois, ils sont tous venus à ce colloque et ça a été un colloque des échanges extrêmement fructueux et nous sommes prêts donc à avancer. So, nous sommes en train donc, après avoir lancé donc le PNRA, qui est notre programme national de recherche, il était bien indiqué pour nous de savoir quel est l'état de la recherche à travers le monde. Quels sont les acquis de cette recherche pour ne pas recommencer là où les autres
ont déjà donc trouvé des résultats. Donc capitaliser sur ces résultats et nous permet donc d'accélérer nous-mêmes notre propre rythme et donc atteindre assez rapidement des niveaux donc de productivité et aller donc vers la transformation grâce à l'émergence d'une race donc d'équipementiers ivoiriens ou africains, en tout cas dans le cadre donc de partage d'expériences et dans le cadre de partage des acquis également au sein du CICCC. Voilà, docteur Adama Coulibaly, je rappelle que vous êtes le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD et que nous vous recevions ici sur ce plateau dans le cadre de Agri-Agro. Voilà, mesdames et messieurs, vous étiez donc à Agri-Agro sur Business 24, la chaîne d'information économique. À la prochaine.